Le soleil se levait à peine sur les toits d'ardoise de Bordeaux, inondant la place des Quinconces d'une lumière dorée. Élodie Beaumont consultait nerveusement sa montre en resserrant son écharpe contre le vent frais qui soufflait depuis la Garonne. 6 mois sans emploi stable avaient entamé ses économies et sa confiance, mais aujourd'hui pourrait tout changer. Dans moins d'1 heure, elle passerait un entretien pour un poste de professeur d'art plastique dans un lycée privé du centre-ville. Le 45 devrait déjà être là, marmonna-t-elle en scrutant l'avenue déserte. Ancienne enseignante à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, Élodie avait perdu son poste suite à des restrictions budgétaires. À 32 ans, elle se retrouvait à nouveau au point de départ, tiraillée entre sa passion pour l'art et les attentes pragmatiques de sa famille. « Tu as du talent, mais l'art ne paie pas les factures », lui répétait sans cesse sa mère, propriétaire d'une boutique de vêtements sur la rue Sainte-Catherine. Il est temps de chercher quelque chose de stable. Le vent s'intensifia soudain, faisant virevolter quelques feuilles mortes autour de l'arrêt de bus. C'est alors qu'Élodie remarqua un objet abandonné sur le banc, une sacoche en cuir marron, élégante et visiblement coûteuse. Elle regarda autour d'elle, mais la place était déserte en ce lundi matin. Quelqu'un a dû l'oublier, pensa-t-elle en s'approchant. La sacoche semblait neuve, en cuir italien souple. Élodie hésita un instant avant de l'ouvrir, cherchant une identification, pour pouvoir la rendre à son propriétaire. À l'intérieur, elle découvrit un smartphone dernier cri, une tablette, plusieurs dossiers portant l'entête Galerie Lumière et un portefeuille contenant des cartes de crédit. Une carte de visite glissa entre ses doigts. Laurent Mercier, directeur, Galerie Lumière, suivi d'un numéro de téléphone. La Galerie Lumière. Élodie connaissait cet établissement prestigieux situé dans le Triangle d'Or de Bordeaux, l'un des espaces d'art contemporain les plus renommés de la région. Elle y avait assisté à plusieurs vernissages, rêvant secrètement d'y exposer un jour. Sans hésiter, elle composa le numéro. Après 3 sonneries, une voix grave et tendue répondit « Mercier. Bonjour, j'ai trouvé votre sacoche à l'arrêt de bus des Quinconces », expliqua Élodie. Un silence, puis un soupir de soulagement. « Mademoiselle, vous me sauvez. Cette sacoche contient des documents irremplaçables. Où puis-je vous retrouver? Je vous offrirai une récompense généreuse pour votre honnêteté. » Élodie jeta un œil à sa montre. Son entretien était dans 45 minutes. « Je peux vous retrouver rapidement, mais j'ai un rendez-vous important ensuite. » « Le café de l'art près de la galerie dans 20 minutes? C'est urgent, » insista Mercier. Le café de l'art se trouvait à l'opposé du lycée où elle devait se rendre. Élodie hésita brièvement puis accepta. Elle pouvait encore être à l'heure pour son entretien si elle se dépêchait. 20 minutes plus tard, Élodie poussa la porte du café à la devanture Art Nouveau. L'intérieur était décoré avec goût. Des reproductions de Matisse et Delaunay ornaient les murs rouges sombres, et les tables en bois massif accueillaient quelques clients matinaux absorbés dans leur lecture. Mademoiselle Beaumont. Un homme d'une 40aine d'années se leva d'une table au fond. Grand, élégant dans son costume gris anthracite, Laurent Mercier avait cette présence magnétique des personnes habituées à diriger. Ses yeux noirs brillaient d'intelligence et de soulagement. « Monsieur Mercier, j'ai votre sacoche », dit Élodie en lui tendant l'objet. « Vous ne pouvez pas imaginer combien ceci est important », répondit-il en vérifiant rapidement le contenu. « Commandez ce qui vous ferait plaisir, c'est la moindre des choses. » Ils s'assirent, et Élodie commanda un café. Pendant que Mercier examinait ses documents, son regard fut attiré par une toile accrochée derrière lui. « C'est une œuvre de Camille Desjardins, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle spontanément. « J'adore sa façon d'utiliser la lumière dans ses marines. On dirait presque qu'elle capture l'essence même du bassin d'Arcachon. » Mercier leva les yeux, surpris. « Vous connaissez Desjardins? Elle est relativement méconnue, même si son talent est exceptionnel. » J'ai assisté à sa petite exposition l'année dernière au CAPC. Son travail sur la transparence de l'eau est fascinant, répondit Élodie avec enthousiasme, oubliant momentanément son entretien. Vous êtes artiste? S'enquit Mercier, soudain, intéressé. Professeur d'art, en fait. Ou plutôt, je l'étais. Je me rendais justement à un entretien pour un poste d'enseignante, expliqua-t-elle en consultant sa montre. D'ailleurs, je vais devoir... Attendez, l'interrompit Mercier. J'ai un problème urgent.
Mon assistante personnelle est hospitalisée pour au moins 6 semaines et je me retrouve complètement débordé, notamment avec le festival des Arts Aquitains qui approche. Votre connaissance de l'art, votre honnêteté, seriez-vous intéressé par un poste temporaire à la galerie? Élodie resta bouche bée. La galerie Lumière, un rêve inaccessible qui se matérialisait soudain devant elle. Le salaire serait conséquent, bien entendu, ajouta Mercier devant son silence, et qui sait ce que l'avenir pourrait apporter si cette collaboration se passe bien. L'horloge du café indiquait qu'Élodie devait partir immédiatement, pour être à l'heure à son entretien, un poste stable dans l'enseignement ou une opportunité extraordinaire mais temporaire dans une galerie prestigieuse. La sécurité ou la passion? Quand devrais-je commencer? Demanda-t-elle finalement, le cœur battant. Aujourd'hui même, si possible, répondit Mercier avec un sourire. Le temps presse. Élodie sortit son téléphone et annula son entretien, prétextant un empêchement personnel. Alors qu'elle reposait son appareil, elle ne pouvait s'empêcher de penser que cette sacoche oubliée venait peut-être de changer le cours de sa vie. Ce qu'elle ignorait, c'est que derrière les élégantes vitrines de la galerie Lumière se cachaient des secrets bien plus complexes qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Des secrets qui attendaient patiemment d'être révélés. Élodie suivit Laurent Mercier à travers les ruelles pavées du vieux Bordeaux jusqu'à un bâtiment à la façade néoclassique imposante. L'enseigne discrète Galerie Lumière brillait en lettres dorées au-dessus d'une porte vitrée. À l'intérieur, l'espace était baigné de lumière naturelle, filtrant à travers de grandes verrières. Les murs blancs exposaient des œuvres contemporaines soigneusement éclairées, créant une atmosphère de temple dédiée à l'art. « Bienvenue dans votre nouveau lieu de travail », annonça Mercier en guidant Élodie vers l'arrière du bâtiment. « Vous aurez un bureau adjacent au mien. Mathilde, notre secrétaire, vous expliquera les procédures. » Une femme âgée aux cheveux argentés leva les yeux de son ordinateur et sourit chaleureusement. « Alors, c'est vous, notre sauveuse à la sacoche. » Laurent était dans tous ses états ce matin. « Mathilde travaille ici depuis l'ouverture, » expliqua Mercier. « Elle connaît cette galerie mieux que moi-même. » 32 ans exactement, précisa Mathilde avec fierté. J'ai commencé avec Marianne, la tante de Laurent, celle qui a fondé la galerie. Élodie s'apprêtait à répondre quand une voix tranchante l'interrompit. Alors c'est elle, ta nouvelle trouvaille? Une femme élégante d'une trentaine d'années s'avançait vers eux. Grande blonde vêtue d'un tailleur impeccable, elle dévisageait Élodie avec une hostilité à peine voilée. Élodie, voici ma cousine, Delphine Varon, notre conservatrice, présenta Mercier. Delphine, Élodie Beaumont sera mon assistante, pendant la convalescence de Sophie. Vraiment? Répliqua Delphine avec un sourire crispé. Et quelles sont ses qualifications à part trouver des objets perdus? Delphine, commença Mercier sur un ton d'avertissement. Ancienne enseignante à l'école des Beaux-Arts, intervint Élodie en tendant la main, spécialisée en art contemporain et technique mixte. Delphine ignora la main tendue. N'était-ce pas mon rôle de choisir le remplaçant de Sophie? Après tout, nous travaillons en étroite collaboration. C'était une décision urgente, répondit Mercier. L'important est que nous ayons quelqu'un de compétent pour préparer le festival. Bien sûr, concéda Delphine avec un sourire glacial avant de tourner les talons. J'espère simplement que mademoiselle Beaumont comprendra rapidement nos standards. Une fois Delphine partie, Mathilde soupira. Ne vous inquiétez pas pour elle. Elle espérait que Laurent choisirait son amie Victoire pour le poste. Mathilde, la réprimanda doucement Mercier. Ne commençons pas avec les commérages. Il se tourna vers Élodie. Suivez-moi, je vais vous montrer votre bureau, et vous, expliquez vos responsabilités. Le bureau d'Élodie était petit mais élégant, avec une vue sur une cour intérieure où une sculpture moderne en métal brossé s'élevait au milieu d'un jardin minimaliste. Mercier lui expliqua ses tâches. Gérer son agenda, coordonner avec les artistes, superviser les préparatifs pour les expositions et surtout, l'aider à organiser la participation de la galerie au Festival des Arts Aquitains, prévu dans 3 mois. Ce festival est crucial pour nous, expliqua-t-il. Il attire des collectionneurs et critiques de toute l'Europe. Notre réputation et notre survie financière en dépendent. Après le départ de Mercier pour une réunion, Mathilde apporta à Élodie un café et des dossiers. Ces documents vous aideront à comprendre notre fonctionnement,
dit-elle en s'asseyant face à Élodie. Mais permettez-moi de vous donner quelques informations qui ne figurent pas dans les rapports officiels. Elle baissa la voix. La galerie traverse une période difficile. Depuis le décès de Marianne l'année dernière, Laurent lutte pour maintenir sa vision artistique face aux pressions commerciales de Delphine. Commerciale? S'enquit Élodie. Delphine veut transformer la galerie en espace de vente pour l'art décoratif et les installations numériques à la mode. Rentable mais sans âme. Laurent, comme sa tante avant lui, privilégie l'art authentique, les artistes émergents qui ont quelque chose à dire. Mathilde soupira. Et maintenant, avec nos problèmes financiers... Quel problème? Demanda Élodie, surprise. Mathilde sembla soudain mal à l'aise. Je parle trop. Laurent vous en parlera s'il le juge nécessaire. Élodie passa l'après-midi à étudier les dossiers et à se familiariser avec le système informatique. Vers 18 h, alors que la galerie fermait ses portes, elle se retrouva seule dans son bureau, organisant les rendez-vous de la semaine. Un bruit attira son attention, des voix élevées provenant du bureau de Mercier. « Complètement irresponsable !» c'était la voix de Delphine. « Tu vas ruiner ce que ta tante a construit. » « Je ne laisserai pas l'héritage de Marianne se transformer en supermarché de l'art, » répliqua Mercier. « Elle serait horrifiée par ce que tu proposes. Ce que je propose nous sauverait de la faillite. As-tu seulement retrouvé l'inventaire? Il était dans ma sacoche, mais certains documents manquent encore. » « Formidable, » ironisa Delphine. « Et pendant ce temps, nos créanciers attendent. »« J'ai une solution, » insista Mercier. « Les pièces de la collection privée de Marianne, tu veux vendre les trésors de ta tante. Maintenant, qui trahit son héritage? »« C'est temporaire, » assura Mercier. « Juste assez pour couvrir nos dettes. Jusqu'au festival. Après, nous pourrons racheter certaines œuvres. Si nous existons encore d'ici là, » marmonna Delphine, avant de sortir en trombe, passant devant le bureau d'Élodie sans la remarquer. Quelques minutes plus tard, Mercier apparut, l'air épuisé. « Vous êtes encore là ?»« Je terminais l'organisation de votre agenda, » répondit Élodie, gênée d'avoir surpris cette conversation. Mercier s'appuya contre l'encadrement de la porte. « Vous avez entendu, n'est-ce pas ?» Élodie acquiesça, embarrassée. « Autant que vous sachiez tout alors, » soupira-t-il en s'asseyant face à elle. « La galerie est au bord de la faillite. Ma tante Marianne était une visionnaire artistique, mais une piètre gestionnaire. Son décès a révélé une situation financière catastrophique que j'essaie de redresser depuis. »« Je suis désolé, » murmura Élodie. « Le plus ironique, c'est que cette sacoche que vous avez trouvée, elle contenait un inventaire complet des œuvres de la collection privée de ma tante. Des pièces que personne n'a vues depuis des années, cachées dans notre entrepôt. Leur vente pourrait nous sauver, mais... » L'inventaire n'y était pas, compléta Élodie, se rappelant avoir vérifié consciencieusement le contenu. Exactement. Je l'avais pourtant avant de perdre la sacoche. Quelqu'un l'a peut-être pris ou alors il secoua la tête. Sans cet inventaire, je ne peux même pas être sûr de ce que nous possédons réellement. Je peux aider, proposa spontanément Élodie, à cataloguer ses œuvres, je veux dire. Mercier la regarda avec un intérêt renouvelé. Vous feriez ça? Bien sûr. L'art est ma passion et votre galerie, elle représente tout ce que j'admire dans le monde artistique bordelais. Pour la première fois de la journée, un vrai sourire éclaira le visage de Mercier. Marianne aurait adoré vous entendre dire ça. Elle croyait que l'art pouvait changer des vies. Elle avait raison, affirma Élodie. En quittant la galerie ce soir-là, sous les lumières dorées qui illuminaient désormais les façades du vieux Bordeaux, Élodie ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle venait de s'engager dans quelque chose de bien plus complexe qu'un simple emploi temporaire. Dans son petit appartement de la rue Sainte-Catherine, au-dessus de la boutique de sa mère, elle vida son sac sur son lit, cherchant son carnet de croquis. À sa grande surprise, un catalogue glissa parmi ses affaires. Un catalogue qu'elle ne reconnaissait pas, portant le logo de la Galerie Lumière et intitulé « Collection Marianne Mercier, trésor caché ». Élodie contemplait le catalogue avec stupéfaction. Comment avait-il atterri dans son sac? Elle l'ouvrit délicatement, découvrant des photographies d'œuvres extraordinaires. Toiles de maîtres modernistes français, sculptures contemporaines, installations avant-gardistes. Certaines pages comportaient des annotations manuscrites délicates, d'une écriture élégante et précise.
Collection personnelle, ne pas exposer. Acquisition 1987, provenance, succession Dufresne. Valeur estimée 280 000 €, estimation 1015. En feuilletant plus attentivement, elle remarqua des notes plus intrigantes encore. Entreposé, section C, étagère, 7. Caisse 94, dépôt Saint-Michel. Des indications de localisation précises. Élodie se redressa brusquement. Ce document était-il l'inventaire que Mercier cherchait désespérément? Non, impossible. Il avait mentionné que l'inventaire se trouvait dans sa sacoche avant qu'il ne la perde. Ce catalogue devait être autre chose, peut-être un ancien. Exemplaire, une ébauche. Son téléphone vibra un message de Mercier. Premier jour demain, 8h30. Prévoir semaine intense. Merci encore pour votre aide. LM. Élodie reposa le catalogue sur sa table de nuit. Elle l'apporterait demain et demanderait des explications, simples et directes. Le lendemain matin, la galerie était en effervescence. Une livraison d'œuvres pour la prochaine exposition occupait tous les employés. Élodie, à peine arrivée, se retrouva plongée dans un tourbillon d'activités, oubliant momentanément le catalogue dans son sac. « Élodie », l'interpella Mercier en sortant précipitamment de son bureau. « Nous avons une urgence. Claude Renoir vient d'annuler sa participation au festival. Nous devons trouver un remplaçant immédiatement. » La journée passa à une vitesse vertigineuse, entre appels, courriels et négociations avec des artistes potentiels. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, alors que le calme revenait, qu'Élodie put enfin respirer. Première journée à peine terminée et déjà indispensable, commenta Mathilde en lui apportant un café. Laurent est impressionné par votre efficacité. J'apprends. Vite, sourit Élodie. Puis, baissant la voix, Mathilde, connaissez-vous un catalogue de la collection de Marianne? Je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. Le visage de la secrétaire se figea. Où l'avez-vous trouvé? Il s'est retrouvé par erreur dans mes affaires hier. Il contient des annotations, des localisations. Mathilde regarda autour, d'elle nerveusement. Pas ici. Retrouvez-moi au Café Français après la fermeture, 19h. La curiosité d'Élodie fut piquée par cette réaction. Que contenait donc ce catalogue pour susciter une telle prudence? À 19h précise, elle poussa la porte du petit café situé 3 rues plus loin. Mathilde l'attendait dans un recoin discret, un verre de vin blanc devant elle. Élodie s'installa et sortit discrètement le catalogue de son sac. Marianne a créé ce document il y a 5 ans, expliqua Mathilde en l'examinant. C'est son catalogue personnel, celui qu'elle utilisait pour garder trace de sa collection privée. Ces notes sont précieuses. Elles contiennent l'histoire de chaque acquisition, parfois des secrets que personne d'autre ne connaît. Pourquoi tant de mystères? Marianne était particulière. Elle détestait l'aspect commercial de l'art. Pour elle, les œuvres avaient une âme, une destinée. Certaines n'étaient pas destinées à être vendues ou même exposées avant, à longtemps. Mathilde tourna quelques pages. Ces annotations indiquent où Marianne a caché ses trésors les plus précieux, des œuvres que même Laurent ignore. Mais pourquoi les cacher? Si la galerie est en difficulté, Marianne avait ses raisons. Elle tenait un journal où elle consignait tout. Il doit être quelque part dans les archives. Élodie observa attentivement les annotations. Ces localisations, elles indiquent l'entrepôt du quartier Saint-Michel. Oui, un bâtiment que peu connaissent, acquis par Marianne dans les années 90. Delphine fait pression pour le vendre, mais Laurent résiste. Mathilde hésita. « Je ne devrais pas vous impliquer dans ces histoires de famille. »« Je veux aider, » insista Élodie. « Si ces œuvres peuvent sauver la galerie, ce n'est pas si simple. Il y a des tensions concernant l'héritage de Marianne. Delphine croit que Laurent a détourné certains actifs à son profit. »« Est-ce vrai ? » ?»« Bien sûr que non, » s'exclama Mathilde. « Laurent adore sa tante. Jamais il ne trahirait sa confiance. Mais Delphine, elle a toujours été jalouse. Marianne a choisi Laurent pour diriger la galerie, pas elle. » Élodie repensa à l'hostilité évidente de Delphine. Elle semble déterminée à prendre le contrôle. Plus que vous ne l'imaginez. Selon mes sources, elle négocie secrètement avec le groupe Artemis, un conglomérat qui transforme des galeries historiques en espaces commerciaux standardisés. Élodie fut choquée. Laurent est-il au courant? Il soupçonne quelque chose, mais sans preuve.
Mathilde regarda sa montre. « Je dois partir. Gardez ce catalogue, mais soyez prudente. Ces informations pourraient être dangereuses entre les mauvaises mains. » Les jours suivants, Élodie jonglait entre ses nouvelles responsabilités et son enquête discrète. Chaque moment libre était consacré à explorer les recoins de la galerie, cherchant des indices sur les œuvres mentionnées dans le catalogue. Matin, alors que Laurent était en réunion externe et que Delphine supervisait l'accrochage d'une nouvelle exposition, Élodie se glissa dans les archives, au sous-sol de la galerie. Des étagères métalliques supportaient des boîtes poussiéreuses étiquetées par année. « Où pourrait bien se trouver ce journal ?» murmura-t-elle en parcourant les rayonnages. Après une heure de recherches infructueuses, elle tomba sur une boîte marquée « Marianne personnelle ». À l'intérieur, des photographies jaunies, des lettres, quelques carnets, mais pas de journal intime. Elle entendit soudain des pas dans l'escalier. Refermant rapidement la boîte, elle feignit de chercher des dossiers administratifs. « Que faites-vous ici ?» La voix glaciale de Delphine résonna dans la pièce humide. « Monsieur Mercier m'a demandé de retrouver les contrats des expositions précédentes », improvisa Élodie. Pour préparer le festival, Delphine s'approcha, suspicieuse. « Les contrats sont classés numériquement depuis 3 ans. Tout est sur le serveur. » « Je cherchais ceux d'avant la numérisation », persista Élodie, « pour comprendre l'évolution des partenariats. »« Vraiment ?» Delphine examina la boîte qu'Élodie venait de refermer. « Les affaires personnelles de ma tante n'ont rien à voir avec le festival. » « Je ne savais pas ce que contenait cette boîte, » se défendit Élodie. « Je viens juste de la trouver. » Delphine sourit froidement. « Laurent peut vous trouver charmante et compétente, mais n'oubliez pas votre place, mademoiselle Beaumont. Vous êtes temporaire ici. » Une fois Delphine partie, Élodie s'empressa de quitter les archives, le cœur battant. Cette femme était dangereuse et maintenant, elle était sur ses gardes. De retour à son bureau, Élodie trouva Mercier qui l'attendait, l'air préoccupé. « Tout va bien ?» s'enquit-elle. « J'ai rendez-vous avec la banque demain, » soupira-t-il. « Notre demande de prêt a été rejetée une première fois. Je suis désolé. »« Ce n'est pas votre problème, » sourit-il faiblement. « Mais j'apprécie votre implication. En 3 semaines, vous avez accompli plus que Sophie en 3 mois. » Élodie hésita, puis se lança. « Monsieur Mercier, je crois avoir trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Elle lui montra le catalogue, expliquant comment il s'était retrouvé dans ses affaires. Mercier le feuilleta avec étonnement. « C'est l'écriture de ma tante, » murmura-t-il. « Ces annotations, elles indiquent des emplacements précis dans notre entrepôt de Saint-Michel. Des œuvres qui pourraient avoir de la valeur, suggéra Élodie, peut-être suffisamment pour résoudre vos problèmes financiers. » Une lueur d'espoir illumina le regard de Mercier. « Nous devons vérifier immédiatement. Demain matin, avant mon rendez-vous à la banque. » Cette nuit-là, Élodie dormit à peine, imaginant ce qu'il pourrait découvrir. Des chefs-d'œuvre oubliés, des trésors cachés qui sauveraient la galerie. Le lendemain à l'aube, elle retrouva Mercier devant un bâtiment austère du quartier Saint-Michel. L'entrepôt, une ancienne manufacture de tabac reconvertie, semblait abandonnée avec ses fenêtres obturées et sa façade décrépite. « Peu engageant, n'est-ce pas ?» commenta Mercier en déverrouillant une lourde porte métallique. Ma tante adorait les lieux chargés d'histoire. Elle disait que les murs imprégnés de passé protégeaient mieux les œuvres. À l'intérieur, contrairement à l'apparence extérieure, l'espace était parfaitement organisé. Allées numérotées, étagères métalliques, système de climatisation sophistiqué maintenant température et humidité constantes. « Section C, étagère 7 », murmura Élodie en consultant le catalogue. « Par ici. » Ils progressèrent dans le labyrinthe de caisses et sculptures emballées jusqu'à atteindre l'étagère indiquée. Plusieurs caisses en bois portaient des numéros correspondant aux annotations du catalogue. « Commençons par celle-ci », suggéra Mercier en désignant une caisse marquée 14. Avec précaution, ils l'ouvrirent pour découvrir soigneusement emballée une toile de taille moyenne. Mercier retira délicatement la protection. « Mon Dieu » souffla-t-il, « c'est un soulage, une œuvre tardive, probablement de 2010. Comment ma tante a-t-elle pu acquérir cela sans que personne ne le sache ?»« Il y en a d'autres » constata Élodie, en ouvrant une seconde caisse qui révéla un magnifique Nicolas de Staël. En 1 heure, ils découvrirent 7 œuvres majeures, toutes authentiques selon l'expertise immédiate de Mercier. « C'est extraordinaire »
murmura-t-il, ému. Ces pièces pourraient rapporter plusieurs millions. La galerie est sauvée. Mais alors qu'il s'apprêtait à refermer les caisses, Mercier fronça les sourcils. Cependant, quelque chose me dérange. Pourquoi ma tante aurait-elle gardé ces œuvres secrètes? Elle n'était pas collectionneuse par avarice. Son journal pourrait peut-être nous éclairer, suggéra Élodie. Mathilde m'a dit qu'elle y consignait tout. Bien sûr, le journal de Marianne, s'exclama Mercier. Si seulement nous pouvions le trouver. En quittant l'entrepôt, Élodie ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. Ils avaient découvert un trésor, certes, mais aussi de nouveaux mystères. 2 mois s'étaient écoulés depuis la découverte des œuvres cachées. La situation financière de la galerie s'était temporairement stabilisée grâce à la vente discrète du soulage à un collectionneur privé. Mercier avait payé les créanciers les plus pressants, mais restait troublé par le mystère entourant la collection secrète de sa tante. Élodie, désormais parfaitement intégrée à l'équipe, était devenue indispensable. Sa connaissance artistique, son efficacité et son dévouement avaient conquis tous les membres du personnel, tous sauf Delphine, dont l'hostilité s'intensifiait chaque jour. « Elle prépare quelque chose », confia Mathilde à Élodie, alors qu'elle déjeunait ensemble sur la terrasse du Café Français. Ces rendez-vous mystérieux, ces appels à l'écart. Et hier, j'ai surpris une conversation avec un homme en costume qui lui a remis une enveloppe. Tu penses qu'elle négocie toujours avec le groupe Artemis? J'en suis convaincu. Et maintenant qu'elle sait pour les œuvres découvertes, elle redouble d'efforts. En effet, la découverte n'était plus un secret. Mercier avait dû informer le conseil d'administration dont Delphine faisait partie. Elle avait immédiatement exigé la vente de toutes les pièces pour assainir définitivement les finances. Nous ne pouvons pas nous précipiter, intervint Élodie un soir pendant une réunion houleuse. Sans comprendre pourquoi Madame Mercier les gardait cachés, nous risquons de commettre une erreur. De quoi se mêle-t-elle? Avait sifflé Delphine. Une assistante temporaire qui se croit experte en gestion patrimoniale? Élodie a raison, l'avait défendu Laurent. Ces œuvres ont peut-être une signification particulière. Ma tante ne faisait rien au hasard. La recherche du journal de Marianne était devenue la priorité d'Élodie. Chaque moment libre était consacré à explorer méthodiquement les archives. Le bureau personnel de Marianne, désormais occupé par Laurent, et même son ancien appartement, situé au-dessus de la galerie où personne n'avait habité depuis son départ. Un après-midi, alors que le Festival des Arts aquitains n'était plus qu'à 3 semaines, Élodie se trouvait dans l'appartement de Marianne avec Mathilde, passant en revue sa bibliothèque impressionnante. Elle adorait cacher des choses dans des livres, expliqua Mathilde. Des billets, des notes, parfois même des bijoux entre les pages de ses romans préférés. Quel était son livre favori? Demanda Élodie, observant les centaines d'ouvrages qui tapissaient les murs. Les illusions perdues de Balzac, elle, disait que c'était l'histoire la plus vraie sur le monde de l'art et ses compromissions. Élodie localisa rapidement le volume sur une étagère en hauteur. En le feuilletant, elle découvrit une enveloppe glissée entre les pages. À l'intérieur, une clé ancienne et un petit papier portant une inscription. Archives municipales. Fonds Mercier, boîte 117. Les archives municipales, s'exclama Mathilde. Bien sûr, Marianne a fait don de certains documents familiaux à la ville il y a des années. Le lendemain matin, munie d'une autorisation signée par Laurent, elles se rendirent au bâtiment austère des archives municipales de Bordeaux. La responsable, une femme à lunettes qui connaissait bien Marianne, les conduisit au fonds Mercier. « Boîte 117, la voici », annonça-t-elle en déposant un carton sur la table de consultation. À l'intérieur, un coffret en bois fermé à clé exactement la taille de la clé trouvée dans le livre. « Je vous laisse, » dit la responsable. « Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Les mains tremblantes, Élodie inséra la clé dans la serrure. Le coffret s'ouvrit, révélant un épais journal relié en cuir rouge et plusieurs dossiers. « C'est son écriture », confirma Mathilde en ouvrant le journal. « Commençons par les dernières entrées. » Elles lurent en silence pendant près d'1 heure, découvrant progressivement la vérité. Marianne avait consigné méticuleusement l'origine de chaque œuvre de sa collection secrète. Contrairement à ce que tous pensaient, ces pièces n'avaient pas été acquises pour la galerie. Elles appartenaient à leur créateur. « C'est incroyable », murmura Élodie. Marianne servait d'intermédiaire pour des artistes en difficulté.
Elles conservaient leurs œuvres jusqu'à ce qu'ils soient prêts à les exposer ou à les vendre. Exactement, confirma Mathilde. Certains étaient malades, d'autres traversaient des crises personnelles ou craignaient les pressions du marché. Marianne les protégeait. Mais alors, nous n'avons pas le droit de vendre ces œuvres, comprit Élodie. Elles ne nous appartiennent pas. Une page attira particulièrement son attention. Testament artistique, daté de 3 mois avant le décès de Marianne. La vieille dame y expliquait sa vision pour ses œuvres. Elles devaient être exposées ensemble, une fois par an, dans une section spéciale de la galerie baptisée « Les Gardiens de l'Art », un manifeste vivant contre la commercialisation excessive de la création artistique. Voilà pourquoi elle les gardait secrètes, s'émut Mathilde. Elle préparait cette exposition posthume, un dernier geste pour défendre sa vision de l'art. Parmi les autres documents, elles découvrirent des contrats signés avec chaque artiste, spécifiant les conditions de garde et d'exposition, ainsi qu'un plan de financement pour la galerie basé sur des expositions temporaires de ses œuvres, générant des revenus tout en respectant leur intégrité. Laurent doit voir ceci immédiatement, décida Élodie. Elles quittèrent les archives avec des copies des documents essentiels, laissant les originaux en sécurité. En chemin vers la galerie, le téléphone d'Élodie sonna. C'était Laurent. « Élodie, où êtes-vous ? J'ai besoin de vous voir d'urgence. » « Justement, nous avons trouvé quelque chose d'important. Le journal de votre tante. Venez immédiatement. » L'interrompit-il, la voix tendue. Delphine a convoqué le conseil d'administration pour cet après-midi. Elle affirme avoir des preuves que j'ai détourné des fonds. Elle veut me faire destituer. Quoi, c'est absurde. Elle a présenté des documents qui semblent indiquer que j'ai vendu secrètement plusieurs œuvres de la galerie à mon profit. Des documents apparemment signés de ma main. Des faux, évidemment, s'indigna Élodie. Bien sûr, mais très convaincant. Elle affirme également que notre découverte récente n'est qu'une manœuvre pour dissimuler mes malversations. Je suis piégée, Élodie. Nous arrivons tout de suite. En raccrochant, Élodie se tourna vers Mathilde qui avait entendu la conversation. C'est pire que nous ne pensions. Delphine ne veut pas seulement vendre la galerie, elle veut détruire Laurent. Pourquoi maintenant ? S'interrogea Mathilde. Pourquoi ne pas attendre que la vente des œuvres soit finalisée? Élodie réfléchit intensément. À moins que, Mathilde, tu as bien dit que Delphine avait rencontré quelqu'un qui lui a remis une enveloppe? Oui, un homme en costume que je n'avais jamais vu. Peux-tu me décrire cette enveloppe? Grande, marron, avec un sceau rouge, comme celle utilisée par le cabinet comptable de la galerie. Les yeux de Mathilde s'écarquillèrent. Exactement. Tu penses que... Le comptable, bien sûr. Il aurait pu fournir des documents financiers à falsifier. Elles se précipitèrent vers la galerie, où une atmosphère de crise régnait. Laurent, pâle et tendu, les attendait dans son bureau. « Voilà ce que nous avons trouvé », annonça Élodie en lui tendant les documents. « Le journal de votre tante, des contrats avec les artistes et son testament artistique. » Laurent parcourut rapidement les documents, son visage s'éclairant progressivement. « C'est extraordinaire. Cela explique tout. Ces œuvres ne sont pas à vendre. Elles sont sous notre protection. Et regardez cette section, indiqua Élodie. Votre tante avait établi un plan financier basé sur des expositions temporaires. C'est une solution durable qui respecte sa vision, tout en assurant la rentabilité de la galerie. »« C'est brillant, » murmura Laurent. Typique de Marianne, mais comment contrer les accusations de Delphine? J'ai une théorie, intervint Élodie. Avez-vous récemment changé de comptable? Non, nous travaillons avec le même cabinet depuis des années. Mais Bernard, notre contact principal, a pris sa retraite il y a 6 mois. C'est son associé, Julien Vautier, qui gère désormais nos comptes. Et Vautier connaît bien Delphine? Laurent réfléchit. Il semblait familier lors de notre dernière réunion budgétaire. Pourquoi? Parce que je soupçonne que les documents falsifiés viennent de lui. Mathilde confirma avoir vu Delphine recevoir une enveloppe correspondant à celle du cabinet. Comptable. Il nous faut des preuves, déclara Laurent. Le conseil se réunit dans 2 heures. J'ai peut-être une idée, proposa Élodie. Mais nous devons agir vite. La salle du conseil de la Galerie Lumière, habituellement si paisible avec ses boiseries anciennes et ses tableaux impressionnistes, vibrait d'une tension palpable. Autour de la grande table ovale,
les 5 membres du conseil d'administration attendaient en silence. Delphine, impeccable dans son tailleur gris-perle, affichait un sourire confiant. Laurent, assis en bout de table, gardait une expression impassible malgré la gravité des accusations qui pesaient sur lui. « Messieurs, mesdames, » commença Delphine en se levant, « je vous ai convoqués aujourd'hui pour une affaire regrettable, mais nécessaire. Comme l'indiquent les documents que j'ai fait circuler, notre directeur a malheureusement trahi notre confiance. » Elle déploya sur la table plusieurs rapports financiers et contrats apparemment signés par Laurent, documentant des ventes d'œuvres dont les produits avaient été détournés vers un compte inconnu. « Ces preuves sont accablantes, » poursuivit-elle. « Et je propose, conformément à nos statuts, de voter la révocation immédiate de Laurent Mercier de ses fonctions de directeur. » Un murmure parcourut à l'Assemblée. Laurent s'apprêtait à répondre quand la porte s'ouvrit brusquement. Élodie entra, suivie de Mathilde et d'un homme âgé qu'aucun membre du conseil ne reconnut. « Pardonnez cette interruption, » s'excusa Élodie. « Mais avant toute décision, vous devez entendre ce que Monsieur Lefort a à dire. »« Qui est cet homme ?» s'indigna Delphine. « Cette réunion est privée. »« Je suis Bernard Lefort, » se présenta le vieil homme, ancien comptable de la Galerie Lumière pendant 32 ans et ami personnel de Marianne Mercier. Un silence attentif s'installa, tandis que Bernard s'avançait vers la table. « J'ai pris ma retraite il y a 6 mois, confiant la gestion des comptes de la galerie à mon associé, Julien Vautier. Hier soir, Mademoiselle Beaumont m'a contacté concernant des irrégularités dans certains documents. Après vérification, je peux affirmer catégoriquement que ces signatures, il désigna les papiers sur la table, ne sont pas celles de Monsieur Mercier. Je connais sa signature depuis des décennies. Celles-ci sont des imitations habiles, mais indéniablement fausses. » Des accusations sans preuve, balaya Delphine, visiblement tendue. Monsieur Lefort est retraité et n'a plus accès à nos dossiers actuels. En effet, concéda Bernard en ouvrant sa serviette, c'est pourquoi j'ai apporté ceci. Il déposa sur la table des relevés bancaires et des copies de transactions. Voici la trace de 4 virements suspects effectués depuis le compte principal de la galerie vers une société écran basée à Luxembourg. Des virements autorisés par un code d'authentification attribué non pas à Laurent Mercier, mais à Julien Vautier et demandé depuis l'adresse IP de l'ordinateur situé dans le bureau de Madame Varon. Les membres du conseil examinèrent les documents avec stupéfaction. Delphine pâlit visiblement. « C'est un coup monté », protesta-t-elle faiblement. « J'ai également découvert ceci », poursuivit Bernard en présentant un contrat préliminaire. Un accord de principe entre la société Artemis International et Delphine Varon, prévoyant sa nomination comme directrice générale de la nouvelle entité commerciale qui remplacerait la Galerie Lumière, avec une commission substantielle sur la vente de l'ensemble des œuvres de la collection. Laurent se leva lentement. « Delphine, comment as-tu pu ? La galerie représentait tout pour Marianne. » « Justement, » explosa Delphine, abandonnant toute prétention, « tout pour Marianne qui t'a choisi, toi, pour prendre sa succession. Moi qui ai travaillé sans relâche pendant 15 ans, qui connaissais chaque aspect du marché, chaque collectionneur. Mais non, elle a préféré son neveu artiste et idéaliste à sa nièce pragmatique. »« Marianne avait d'autres projets pour toi, » intervint calmement Élodie. « Projets que nous avons découverts dans son journal. » Elle s'avança et déposa le journal de Marianne sur la table, ouvert à une page spécifique. Je sais que Delphine convoite la direction, mais son approche commerciale irait contre tout ce que j'ai construit. Cependant, son talent pour les affaires est indéniable. Si elle pouvait comprendre que l'art transcende le profit immédiat, elle pourrait diriger la fondation que je compte créer parallèlement à la galerie, une institution dédiée à soutenir les artistes émergents, avec un fonds de dotation substantiel. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Le visage de Delphine se décomposa, passant de la colère à la confusion, puis à un chagrin évident. « Une fondation ? Pour moi ?» murmura-t-elle. « Avec un budget annuel d'1 million d'euros », confirma Mathilde. Marianne l'avait prévu dans son testament, mais les dispositions étaient conditionnées à la préservation de l'intégrité de la galerie pendant au moins 5 ans après son décès. Delphine s'effondra sur sa chaise, visiblement ébranlée. « Je n'en savais rien. Personne ne m'a rien dit. » « Parce que ces dispositions étaient dans le journal que nous venons de retrouver, » expliqua Laurent, la voix radoucie. «
Marianne, voulait que la galerie et la fondation travaillent en tandem, l'une préservant l'intégrité artistique, l'autre développant son rayonnement commercial. Elle nous voyait collaborer, pas nous déchirer. Le conseil vota unanimement le rejet des accusations contre Laurent et la suspension temporaire de Delphine, dans l'attente d'une enquête plus approfondie sur les malversations financières. Après la réunion, dans le silence revenu du bureau directorial, Laurent se tourna vers Élodie. « Comment avez-vous su pour Bernard? Comment avez-vous tout assemblé si rapidement ?»« J'ai simplement suivi les indices, » sourit Élodie. « Comme pour un tableau, chaque détail compte, chaque trait a un sens quand on prend du recul. »« Vous avez sauvé la galerie, 2 fois, » constata Laurent. « D'abord en trouvant ma sacoche, puis en découvrant la vérité sur la collection de Marianne. » Mathilde, qui les avait rejoints, intervint, sans oublier l'idée brillante d'Élodie pour le festival. Car en effet, parallèlement à cette enquête, Élodie avait proposé un concept révolutionnaire pour la participation de la galerie au Festival des Arts Aquitains, transformer temporairement l'espace en les gardiens de l'art, exactement comme l'avait imaginé Marianne. Les œuvres de la collection secrète seraient exposées ensemble pour la première fois, accompagnées de l'histoire de chaque artiste et des motivations qui avaient conduit Marianne à protéger leur création. « Le vernissage est dans 2 semaines, » rappela Laurent. « Et je n'ai toujours pas de conservateur en chef depuis la suspension de Delphine. » Il regarda intensément Élodie. « Votre contrat temporaire se termine dans 3 jours. Que diriez-vous de le remplacer par quelque chose de plus, permanent? Directrice artistique, avec carte blanche pour développer votre vision aux côtés de la mienne ?» Élodie resta sans voix. Ce poste représentait tout ce dont elle avait rêvé, et bien plus encore. « La galerie a besoin de votre créativité, de votre intégrité, » poursuivit Laurent. « Et, si je peux me permettre une confession personnelle, j'ai découvert que j'avais besoin de vous aussi. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'une complicité qui avait évolué au fil des semaines vers quelque chose de plus profond. « Si j'accepte, » sourit Élodie. « Promettez-moi que nous exposerons toujours des artistes émergents, même s'ils ne sont pas rentables immédiatement. »« Promis, » affirma Laurent, « c'est l'essence même de la Galerie Lumière. » « Alors oui, » acquiesça-t-elle, « mais j'ai une autre condition, que nous tentions de réconcilier Delphine avec la vision de Marianne. La fondation lui était destinée. Peut-être pourrait-elle encore y trouver sa place une fois la tempête passée? » Laurent hocha la tête, admiratif. « Vous avez la même générosité d'esprit que ma tante. » Le soir du vernissage, la Galerie Lumière resplendissait. Les gardiens de l'art avaient attiré l'élite culturelle de France entière. Critiques, collectionneurs et artistes se pressaient dans les salles transformées pour l'occasion, découvrant avec émerveillement ces œuvres restées secrètes pendant si longtemps. Dans un coin discret, près d'une marine particulièrement émouvante de Camille Desjardins, Élodie observait ce succès avec une joie tranquille. 6 mois plus tôt, elle courait après un bus et un emploi précaire. Aujourd'hui, elle dirigeait la programmation artistique d'une des galeries les plus prestigieuses de Bordeaux. Laurent la rejoignit, 2 coupes de champagne à la main. « Un autre succès, » proposa-t-il, et à cette sacoche oubliée qui a tout déclenché. « À Marianne, » ajouta Élodie en levant son verre, « qui continuera d'inspirer notre vision. » Dans un cadre spécial, au centre de l'exposition, la fameuse sacoche en cuir trônait désormais comme une pièce de collection, accompagnée d'un cartel explicatif. Parfois, le hasard n'est que le début d'une histoire qui attendait d'être écrite. Au loin, ils aperçurent une silhouette familière, Delphine venue discrètement observer l'exposition. Son expression mêlait mélancolie et admiration. Après un moment d'hésitation, Élodie s'avança vers elle, un catalogue à la main. « J'ai pensé que vous aimeriez voir les plans préliminaires pour la fondation Marianne Mercier, » dit-elle simplement. « Votre tante avait des idées remarquables, des idées qui attendent la bonne personne pour les concrétiser. » Delphine la regarda avec surprise, puis accepta le document. « Merci, » murmura-t-elle, « je ne mérite pas cette chance. »« Tout le monde mérite une seconde chance, » affirma Élodie. « L'art nous enseigne que la beauté peut naître des erreurs si on sait les transformer. » Tandis que la soirée se poursuivait, dans un murmure d'admiration, Élodie contempla l'espace vibrant de vie et d'émotion. La lumière savamment dirigée sur les œuvres
semblait révéler non seulement les tableaux, mais aussi l'essence même de ce lieu. Un phare culturel, un sanctuaire artistique, un point de rencontre entre créateurs et admirateurs. En rejoignant Laurent, qui discutait avec enthousiasme avec un groupe de jeunes artistes, Élodie réalisa que, finalement, sa vie avait trouvé sa toile. Une toile où chaque couleur, chaque texture, chaque ombre et lumière avait désormais un sens. Une œuvre en constante évolution, mais dont la beauté résidait justement dans cette perpétuelle transformation. À l'extérieur, la nuit enveloppait Bordeaux de son manteau étoilé. Dans les rues anciennes, les pavés luisaient doucement sous les réverbères, témoins silencieux d'histoires qui commençaient, se développaient et se transformaient, comme celle d'une professeure d'art qui, un matin ordinaire, avait simplement remarqué une sacoche oubliée sur un banc.